quelque chose que vous pourriez envisager de faire, qui est totalement lié à l'enseignement de yoga, c'est de vous coller dans un... Moi, j'aime bien les ermitages. Donc j'ai pareil, j'ai un sixième sens pour repérer les ermitages dans le paysage. Même sur une carte IGN, en fait, il y a une logique topologique de l'ermitage. Et il faut qu'il y ait de l'eau, il faut que ce soit pas trop exposé au soleil, mais quand même pas trop au vent, mais que ce soit à vue dégagée. Donc c'est que des contraintes contradictoires. Et rien que sur une carte IGN au 25 millième, tu peux te faire rapidement une idée des endroits. Et comme par hasard, les bâtisses sont toujours notées, hein. Tu as un tout petit rectangle euh, noir. Et comme par hasard, dans l'endroit qui te semble bien, il y a un truc. Il y a une construction. Et souvent, c'est un refuge du club alpin français ou un gîte, un truc un peu paumé comme ça, ou une chapelle. Beaucoup d'ermitages sont devenus des chapelles, plein de montagnes, tu vois, une chapelle. Et donc, je vous engage vraiment, parce que c'est absolument génial, au, au moins y aller pour 2 jours. Et une fois que vous avez cette expérience de dormir sur place et d'être assis dans ce paysage, vous pouvez tout à fait envisager de passer 10 jours, qui est un bon temps, enfin compatible avec nos vies, quoi. Parce que les yogis, le yogi de base, bah, la base du yogi, c'est ça. C'est le truc initiatique de base. Il y a un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sadhu, pareil, il faudrait que je le mette dans le groupe, de Gaël Métroz. C'est un jeune réalisateur suisse, qui est un gars de la montagne, quoi. Trentaine, 30, 40 ans, gars de la montagne qui a pas, tu sais ce que ça veut dire de marcher en montagne, qui se met en quête d'un sadhu pour faire un film. Donc il est réalisateur suisse, quoi, et il se met en quête pour faire un film documentaire. Il se met en quête d'un sadhu et en fait il trouve pas. Ça, il y a une interview de lui, il raconte ça. Il a beaucoup de mal à trouver un sadhu parce que c'est soit des fous, soit, et ça vous le voyez, hein, si vous connaissez un peu l'Inde, vous voyez, on voit tout de suite comment c'est, soit des espèces de personnages qui ont aucune envie de vous parler. Déjà, s'ils parlent anglais, ce qui n'est pas gagné, parce qu'en fait, en Inde, tout le monde ne parle pas anglais, mais alors loin de là, quoi. Ou alors, ce sont des personnages qui sont plutôt hyper occupés, parce qu'ils font partie d'une secte et tu les vois aller venir sans trop savoir ce qu'ils foutent, mais ils ont l'air super occupés, quoi. Alors, tu peux à la Kumbh Mela, bon là, t'as le rassemblement, bah, t'es pas plus avancé finalement. Et dans ses recherches, il finit par trouver un mec dont il entend parler dans l'Himalaya et qui est dans une grotte depuis 8 ans. Donc il va le rencontrer et c'est vrai qu'ils deviennent amis. Et donc il fait son film sur ce sadhu qui s'appelle Suraj. Euh, et voilà, ils partent ensemble à la Kumbh Mela. Là, il le suit. Bon, tu vois que le film est compliqué, hein. Il lui achète des chaussures, ils prennent le bus à un moment alors qu'ils ne devraient pas. Enfin bon, le film se déroule comme ça. Et en fait, au contact de ce Suraj, tu te rends compte que c'est pas du tout un sadhu. C'est un Indien de la classe moyenne. Ses parents avaient un petit restaurant, son père est mort, il a hérité du restaurant, il s'est fait arnaquer, il a perdu le restaurant, sa copine l'a plaqué, il a fait une grosse dépression et il est parti en quête de quelque chose dans le monde des sadhus. Tu vois, il est rentré dans une secte, très vite il en est ressorti, il est allé se coller dans une grotte et 8 ans plus tard, il est toujours là. Bon, il est nul en yoga, il est nul en tout ce que nous, on s'attendrait que le mec soit super instruit, tu vois, en sagesse,
je sais pas quoi de la tradition, que dalle. Lui, il aime bien Bob Dylan, et il a une guitare. Et voilà. Et donc, on se rend compte que ce sadou apparemment typique est juste un indien de la classe moyenne. Donc, on est vachement déçu. On se dit, ben non, c'est pas un vrai sadou. En fait, quand le film avance, on se rend compte que la chose se retourne. C'est qu'on se rend compte que, bah si, sa démarche est certainement beaucoup plus authentique que tous les dingos qu'on a croisés par son intermédiaire à la Kumbamela, qui sont juste des fous, qui en fait sont au RMI, quoi, au RSA. D'ailleurs, à un moment, dans la Kumbh Mela, il dit, mais je comprends pas tout ce cirque. Enfin, il Ouais, parle de cirque. ouais. Et puis, c'est pour ça qu'il repart, en fait. Il repart de la Kumbamela euh, effondré, si tu veux, désopilé. Et en fait, nous nous rendons compte que sa démarche est des plus authentiques. Après avoir pensé que il n'était pas authentique, en fait, si. Donc c'est une grande leçon et qui engage, bon, 8 ans, peut-être pas, mais 10 jours, vraiment, faut le faire. C'est une expérience d'isolement. Oh, franchement, en 10 jours, on vit l'isolement. Et à travers cet isolement, eh bien, chacun trouve les ressources qui sont les siennes, et ces ressources sont précieuses, quoi. Vous voyez, dans les pratiques de yoga, il y a toujours cette idée. On vous place dans une situation, en fait, qui n'est pas confortable, hein. Et dans cet inconfort, euh, bah, on va, des ressources apparaissent. Une posture de yoga, c'est comme ça. On se place dans une forme, enfin, déjà, on fait le mouvement d'aller se placer. Et c'est un mouvement souvent en plusieurs étapes respiratoires. On va se placer dans une forme, et quand on est dans cette forme, en fait, on n'y est pas. On aimerait rejoindre la forme, mais en fait, on ne peut jamais la rejoindre. Alors, par le mouvement respiratoire, on cherche à modifier la forme pour s'approcher de la forme désirée qu'on n'atteint jamais. Et by that way, par ce chemin, on ne trouve jamais aucune forme, et de toute façon, on s'en fout complètement de la forme. Mais par ce chemin, sont mobilisées des ressources, ce qu'on appelle des shaktis, en fait, ou peut-être même des siddhis, va savoir, sont mobilisées en tout cas des ressources qui n'étaient pas apparentes. Et que la posture, ou l'assise plutôt, eux disent assise, hein. Le mot posture n'existe pas en sanskrit, c'est le mot assise qui dit ça. Et ben, à travers cette assise qui est en perpétuel mouvement, je fais ça exprès pour ceux qui croient qu'il y a une statique dans la posture, absolument pas. Une posture statique, elle est ratée. Enfin, c'est la seule façon de rater une posture, c'est de croire qu'elle est statique. Voilà, c'est complètement raté, puisque tout ce mouvement est ignoré et les ressources internes du mouvement sont ignorées. Donc vous voyez, ce qui vaut pour une posture de yoga vaut pour la posture de l'humain en général. C'est-à-dire que aller se poser en ermitage 10 jours est une assise, c'est une asana. C'est même la asana, c'est the asana véritablement traditionnelle, elle est là. Donc il suffit de le faire, et si vous voulez, le côté très intéressant qu'il y a de se planter dans la nature 10 jours, vous verrez que si vous envisagez le truc, c'est très technique, parce que il faut s'occuper, je sais pas, de la nourriture et de l'eau. Il faut s'occuper d'un éventuel excès de froid, de chaud, de vent, d'exposition, de trop d'exposition au soleil, pas assez. Enfin, il faut s'occuper de tout ça à l'avance.
il faut s'occuper de se nourrir et de boire. Bon, donc, problème à résoudre à l'avance. Mais une fois que vous avez résolu ces problèmes-là, il y a un côté où il n'y a plus d'échappatoire. C'est-à-dire que même si vous, il y a une forme de panique, vous voyez, vous êtes isolé, quoi. Nuit et jour, hein, la nuit aussi. Ouais. Et ça peut poser problème dans un milieu relativement naturel. Euh, bah, si vous voulez, même si vous n'êtes pas assis comme Siddhartha Gautama, bon, il y a une évidence à s'asseoir, quitte à être là. Au moins, si vous avez appris à vous asseoir, bon, finalement, c'est une façon simple de vivre la chose, c'est de s'asseoir. Donc là, l'expérience de trouver les ressources va être très facile assis. Mais si vous commencez à zigzaguer dans le coin, ce que vous allez faire forcément dans les 10 jours aussi, à zigzaguer un peu, et il y a un sentiment de panique, tu vois, qui est dû à l'isolement, et on se met à zigzaguer, on se met à fureter comme une souris. Tu vois, il y a un côté comme ça, où on se met un peu à se comporter comme une souris, quoi. Et ben, dans ce, comment dire, même si vous faites ça, vous allez être obligé de trouver des ressources. Vous allez être obligé de trouver des ressources vis-à-vis de l'isolement. Fureter comme une souris, moi je vous le dis tout de suite, c'est pas une bonne idée. Vous allez forcément le faire. La bonne idée, c'est de s'asseoir. Il suffit d'expérimenter. Dès que vous êtes assis, tout rentre dans l'ordre. Parce qu'assis, le ciel est à sa place. Quand vous furetez, moi je l'ai fait, hein, il y a une confusion mentale. C'est-à-dire que vous vous comportez comme une souris, un peu en panique, qui cherche, comme si vous cherchiez un endroit pour vous échapper, tu vois. Un côté comme ça, pour se barrer de là. Une souris de laboratoire, tu vois, qui chercherait à s'échapper de la boîte dans laquelle on l'a mise, quoi. Mais une fois que vous êtes assis, la Terre est à sa place, vous aussi, le ciel est à sa place, les éléments du décor. Dans votre dos, en général, il y a quelque chose de sûr. Un truc tout bête auquel on ne pense pas. Vous allez voir que, comme les cow-boys dans les saloons, vous mettez le dos au mur, la porte d'entrée dans votre champ de vision, au cas où on vous attaque. Et ben, dans votre ermitage, c'est pareil. Si dans votre dos, il n'y a pas quelque chose de sûr, tu vois, bah, le lieu où vous dormez, par exemple, bah, ça va être insécurisant, etc., etc. Donc vraiment, euh, ça, c'est une belle expérience. Et revoyez le film Sadhu, voyez-le, parce Tu qu'il vas nous parle. mettre le lien ou pas? Moi, j'ai jamais vu ce film. Euh, Mettre le... oui, oui. Alors, bah, comme c'est un film qui est sorti au cinéma, bon, il n'est pas très connu, il n'a pas très bien marché, mais il n'est pas disponible sur YouTube comme ça. Mais on peut le louer pour 2-3 euros. Ah ouais, d'accord. Sadhu de Gaël Métroz. Puis le cas échéant, je peux te l'envoyer en WeTransfer. D'accord. Bon. Quand tu parles d'assises, Joachim, Mm. pour ce genre de retrait, en fait, l'assise, tu la tiens enfin, la majorité du temps, en fait. Mis à part pour effectivement parce que ça me paraît très dur comme ça. Enfin, Ouais, mais c'est pour ça que c'est bien d'apprendre à s'asseoir en ville. c'est ça, oui. Et Déjà ça, le commencement, c'est là, quoi. Déjà, faut tenir. enfin, tenir. Alors, ce mot-là est pas très judicieux parce que justement, s'il faut tenir, ça va être dur. Ouais. Et ce qu'on apprend, c'est justement à ne pas tenir, à,
bon, à lâcher prise, comme on dit vulgairement, mais ce que la posture assise provoque d'extraordinaire, c'est que il faut se tenir. Autant de tenir une assise, ben, ça va faire quelque chose de rigide, et Mm. alors que c'est le mouvement respiratoire qui anime constamment et qui met constamment en mouvement l'assise, euh, alors que se tenir fait appel à notre musculature entière, y compris les jambes repliées. Enfin, au moins, il y a quelque chose qui se passe avec la musculature du bassin qui est tenue au départ puis relâchée, mais avec tout ce qui tient la colonne vertébrale qui a besoin d'une tenue, et notamment le geste expiratoire qui est par les muscles transverses là sur le côté. Ouais. Le- les muscles transverses, donc qui assurent l'expiration tonique, ont besoin de participer à cette assise pour qu'elle soit pour qu'elle soit la forme, pour que la forme assise existe. Il y a besoin de se tenir et il y a besoin d'une tonicité importante dans pas mal de lieux. Bon, je ne vais pas tout énumérer là, sinon ça va être long. Surtout que c'est une tenue qui est en rapport à du mouvement. Donc, comme je vous l'indiquais pour une asana de Hatha Yoga, pour cette asana-là, eh bien, il faut du mouvement absolument, il faut se tenir et une totale relâche. Et donc ça vous met dans une équation paradoxale qui va tout le temps vous faire travailler. En fait, constamment, Mm. le projet être assis échoue constamment, mais comme dans toutes les postures, le projet être assis est toujours en train de se casser la gueule. Et donc il y a une partie de vous, pour cette partie-là, hein, pour la partie de la posture, il y a une partie de vous qui est constamment occupée à la posture. Parce que sinon, vous allez tomber sur le côté, sinon vous allez vous étouffer. Par exemple, euh, il y a une activité respiratoire dans l'assise qui ne peut pas être complètement abandonnée et oubliée, parce que sinon, très vite, vous allez manquer d'oxygène, en fait. Et donc, il y a besoin d'une activité respiratoire. Quand vous dormez, vous n'avez pas besoin d'activité, de penser à une activité. Quand vous dormez, le diaphragme fait son travail d'intensité musculaire en s'abaissant, de façon réflexe, il n'y a pas besoin d'y penser. Et puis cet abaissement qui correspond à l'inspiration s'arrête. Et le poids de vos viscères, sous la force de l'attraction terrestre, le poids de vos viscères fait remonter le diaphragme. Et donc nous avons inscrit en nous-mêmes que si nous sommes au repos, eh ben, on peut s'en sortir comme ça, en ne pensant pas à la respiration du tout, et en ayant une respiration de dormeur qui consiste à inspirer involontairement, puis plus rien. Et ça re-inspire tout seul, puis plus rien. Ouais, comme quand on dort. Et ben ça, quand on est au repos, et surtout quand on cherche à se détendre, on a tendance à reprendre cette forme respiratoire qui est connue, puisque on la pratique la moitié de notre vie quand même en dormant. Et ça, assis, ça va provoquer une forme d'étouffement, ou d'affaissement en tout cas. Vous voyez, si je me mets à respirer comme ça, la posture va se déconstruire, parce que je ne peux pas nourrir une activité musculaire suffisante au redressement en respirant ainsi. Donc il va falloir faire quelque chose. Bon, tout ça, ça s'apprend, et ça fait en tout cas que votre assise n'est pas tenue. Au contraire, elle est constamment en mouvement, et vous, dans votre champ mental, vous êtes constamment, ou en tout cas régulièrement, dans une certaine activité pour être assis. Donc déjà, ça vous occupe. Mm, mm, mm. Bah, ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend en le pratiquant. Et alors, nous, on est très influencés aujourd'hui par le yoga bouddhique. Si tu veux, le yoga bouddhique est venu se pluguer par le biais des enseignements bouddhiques, et
quand on parle de méditation en Occident, on bascule, si vous voulez, il y a un switch qui se fait, et on bascule de la sphère indienne, vraiment, enfin le bouddhisme c'est indien aussi, mais différemment, on bascule en mode bouddhiste, parce que tout à coup on commence comme moi là à parler de Siddhartha Gautama. Ok, il est indien aussi, mais c'est quand même pas c'est quand même pas la même chose. Et là où l'enseignement du yoga est assez peu prolixe sur cette assise, eh ben, l'enseignement de yoga bouddhique est tout à fait prolifique. Et donc, personnellement, en tout cas, j'ai étudié les deux façons. Et c'est vrai que la façon bouddhique est très riche d'enseignement et très riche de transmission. Là où, dans le monde brahmanique, c'est moins la question. Mm. Dans le monde brahmanique, la grande occupation, c'est apprendre à scander, c'est apprendre le rituel. Et cette assise dénuée de tout, elle est automatiquement vécue par les jeunes brahmanes en ermitage, si vous voulez, à leur initiation, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas the sujet. Alors que dans l'expérience de Siddhartha Gautama, il y a un moment, et c'est là une originalité du yoga bouddhique, je distingue aussi le yoga bouddhique des religions bouddhiques, comme je distingue la shruti, l'enseignement du yoga, et la smriti, les religions en Inde. Il y a vraiment, je tiens toujours à cette distinction, sinon on devient dingue, ça fait un truc trop gros et on mélange tout. En tout cas, dans mon monde du yoga, c'est la shruti en entier qui inclut l'enseignement bouddhique. Et donc moi j'ai pratiqué ça, autant que faire se peut selon les besoins. En fait, si vous remplissez vos besoins, bon, en ayant réévalué vos besoins. Vous voyez, là aussi il y a quelque chose qui va être compliqué parce que si mon besoin c'est de devenir auto-entrepreneur et de réussir ma start-up en ville et que je continue à alimenter mes besoins, mes désirs et mes besoins en fonction de cet objectif, eh ben, ça va donner un résultat complètement distordu, en tout cas sans rapport vis-à-vis de ce désir qui devrait être celui d'être en adéquation cosmique, entre guillemets, d'être en adéquation au dharma et non pas à ce que me demande ma place. Ça, c'est vraiment super important. Donc, normalement, dans votre chemin de yogi, de yogini, vous avez de constantes réévaluations. Vous voyez, vous avez une constante modification de votre trajectoire afin qu'elle s'approche progressivement de cet absolu et unique désir de connaissance. Connaissance, ce que le christianisme appelle amour. Hein. Une relation pleine et entière à. Le christianisme appelle ça amour et l'enseignement de yoga appelle ça jnana. Alors c'est vrai que jnana, dans le contexte de l'auto-entreprise, ça ne le fait pas. C'est pour ça que je suis aussi cruel avec tout le délire qui va de moi, mon auto-entreprise à moi, la pensée positive. Vous voyez, avoir l'air d'un chic type. Etc., etc. Donc, en tout cas, dans l'expérience de l'assise, tous les ingrédients sont là et avant d'aller vous asseoir en ermitage, eh ben, apprendre à s'asseoir, ça consiste à apprendre à s'asseoir 20 minutes, puis 30 minutes, puis 1 heure. Et le rythme quotidien de l'apprentissage de l'assise, c'est de s'asseoir 1 heure tous les jours. Et donc là, vous êtes parti dans un truc, au bout d'un certain temps, quelques mois ou quelques semaines, ou très vite pour certaines personnes, vous asseyez 1 heure tous les jours.
Et lorsque vous... Après, il y a une autre formule qui consiste à s'asseoir une journée, un week-end ou une journée. Dans ce cas-là, vous allez un peu changer de technique. Vous allez vous asseoir 45 minutes, puis déambuler 15 minutes, et ainsi de suite. Et donc, dans cette forme, je m'assieds 45 minutes et je déambule 15 minutes. Bon, bah là, vous pouvez pratiquer ça 8 à 12 heures par jour. 12 heures, moi, j'ai jamais fait, hein, mais 8 heures, ouais. 3, 2. Après combien d'années de pratique? Moi, j'en suis pas du tout là, hein, mais alors, Non! Bon, alors, si vous voulez, mon cas personnel, ça a été très rapide, parce que, évidemment, ben, j'ai été me coller dans une école où on apprend ça. oui, d'accord. Et donc, ben, je me suis laissé prendre en main par une école où on apprend, une école transmission bouddhique, super bien. Bon, j'ai un peu cherché, si tu veux, mais tu apprends ça très vite. Mhm. Donc, au bout d'une année complète, tu vois, là, quand tu as fait ton année, il y a le séminaire d'été. Bon, là, il y a de la chance parce que le séminaire d'été durait 3 semaines, ce qui est un temps plutôt sympa pour s'asseoir. 3 semaines, c'est bien. 3 semaines enfermés tous ensemble. Trop bien. Et dans l'année suivante, bah, on te dit, bah, on te parle de ce truc des 10 jours dont je vous parle. Et tu vois, comme je vous le fais là, si tu veux, il n'y a rien de plus. Mais il suffit Mhm. qu'on te donne les infos, et puis c'est bon, c'est parti, quoi. Mais en tout cas, pour ce qui est de s'asseoir 1 heure tous les jours, personnellement, je n'ai jamais, comment dire, je n'aurais jamais pu pratiquer ça en dehors de ce cadre qui est donné par l'enseignement. C'est-à-dire sans faire partie d'un groupe. Ouais. Surtout moi, c'est pas du tout mon genre de m'astreindre à des trucs de dingue, mais alors, grave pas. Mais par contre, comme je suis un bon petit soldat de nature, je suis un bon boy scout, moi, en fait, même si j'en ai pas l'air, tu me mets dans un groupe et je fais comme tout le monde, hein. Mhm. Donc là, ça marche tout seul. Ouais, je comprends. Mhm. Donc, pour pratiquer l'assise, comme pour pratiquer le hatha yoga, il faut se mettre dans un groupe, quoi. Pareil, dans mon parcours personnel, je n'ai jamais été un bon petit boy scout qui pratique tout seul chez lui. Moi, j'ai pratiqué 6 ans, quasiment tous les jours, avec un enseignant. J'aurais jamais été capable de faire ça tout seul. Quelle horreur. Mhm. C'est pas du tout mon truc. Mais à chacun son truc, si tu veux. Bon, moi, je choisis la solution. Je choisis systématiquement ce que je considère être la solution de facilité, c'est-à-dire de me mettre en groupe. Et mon petit boy scout fait le job très bien après. Quand tu as un rendez-vous hebdomadaire dans un groupe, s'asseoir 1 heure tous les jours, c'est dans le... Tu vois, Oui, ça coule. Ça fait ça. ouais, ça coule. Et le désir et l'intérêt, et puis les détails techniques aussi, parce que l'intérêt d'avoir une réunion hebdomadaire, c'est que tu vas pouvoir déjà exposer ton expérience et tes problèmes, entre guillemets, et en plus, tu vas même pouvoir bénéficier des problèmes des autres. Alors, les autres ont des idées extraordinaires que toi, tu n'as pas forcément. Tu vois, c'est absolument génial. Donc, tu as des questionnements et des réponses qui arrivent pour toi, en plus enrichis de tous les trucs extravagants des autres. Donc, très vite, ça fait une expérience extrêmement riche, quoi. Non, ça vaut vraiment le coup, quoi. Alors, dans les pratiques de Hatha Yoga, on ne parle pas. Ça, c'est un problème parce que le temps est resserré. Bon, maintenant, il y a des cours d'1 heure et quart. Voilà. Encore plus comprimé. Si tu veux, plus ça passe, plus c'est comprimé. Et donc, si tu veux, le temps d'échange est souvent sacrifié, tu vois, dans les cours de yoga. Mais dans les pratiques d'assises, non. En général, ce sont un rendez-vous hebdomadaire qui va durer plutôt 3 heures que 2 heures et qui inclut l'enseignement du jour et
des zones d'échange, de questions-réponses et de pratique. Bon, ça, on devrait faire ça en hatha yoga, franchement. Mais bon, on ne le fait pas, on devrait. On devrait faire ça pour tout. Tu vois, une école, c'est de la pratique qui est mêlée à une parole. C'est notre sujet du jour, la pratique. Donc, comme d'habitude, sans faire exprès, on n'est vraiment pas fait exprès, quoi. Mais pour moi, la pratique idéale, c'est une expérience répétée et cette parole qui est donnée, qui est essentielle. Par exemple, dans l'armée américaine, on pratique le yoga parce que ça va renforcer une forme d'agressivité froide. Par exemple, un tireur d'élite, c'est une super bonne idée de faire pratiquer ce que les Américains appellent du yoga, qui n'a rien à voir, mais le yoga de nos cours de yoga en ville. Un tireur d'élite va avoir intérêt à pratiquer ça pour être meilleur, pour mieux tuer les gens. C'est vrai. Et c'est véritablement enseigné dans l'armée américaine. Mais tout ça pour vous dire que faire des galipettes sur des tapis en plastique, alignés en rang, en colonne, c'est bien gentil, mais tout dépend du désir et des paroles qui accompagnent l'acte. En fait, les paroles vont complètement orienter le sens de la pratique des mêmes exercices, qui ne seront les mêmes que vus d'une caméra de surveillance. Tu vois, vu d'une caméra vidéo, on aura l'impression que les pratiquants font la même chose. En fait, ils ne font pas du tout la même chose. Et même, vous pouvez vous amuser dans le cours de yoga où vous allez, vous rendrez compte que toutes les personnes présentes, malgré qu'elles soient dans un lieu où il y a un enseignement unique, a priori, eh ben, selon le film que se fait la personne, tu vois, chacun est sur son tapis en train de se vivre son film. Alors là, il y en a qui veulent avoir moins mal au dos. Il y en a qui veulent mieux vendre des téléphones parce qu'ils sont convaincus que la pratique du yoga va les aider à être plus performants pour vendre des téléphones. Et donc, tu vois, chacun fait son truc. Il y en a qui sont là pour des questions spirituelles. Moi, j'ai jamais compris ce que c'était. Tu vois, mais il y a des inventions de s'élever spirituellement. Tu vois, tout ce qu'on peut entendre sur le yoga. Eh ben, il y a des personnes qui vont être dans ce film-là. Et tu as toutes ces personnes qui sont rassemblées dans un même lieu. Et c'est vachement rigolo, en fait. J'exagère un peu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes se rassemblent autour d'un enseignant. Donc, dans la réalité, il y a plutôt certains enseignants qui ont plein de petits spiritualistes autour d'eux. Et le cours d'à côté, il va y avoir plein de petits commerciaux, tu vois, et ainsi de suite. Et donc, les couleurs sont plutôt réparties comme ça. Et les gens ne sont pas idiots. Ils vont aller s'engager dans un endroit où ils entendent la parole qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est vrai qu'il y a certains cours de yoga où l'idéologie dominante, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Si tu es gentil, tu iras au paradis. Mais si tu es en colère, tu iras en enfer. Travailler plus pour gagner plus. Donc les personnes qui ont l'habitude, si tu veux, de cet enseignement, vont se retrouver concentrés dans le lieu qui exprime ça. Et vous ne pouvez pas imaginer vraiment le niveau d'intelligence des êtres humains. C'est-à-dire que l'enseignant de yoga qui promeut un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Si tu es gentil, tu iras au paradis, sinon tu iras travailler le plus pour gagner plus. Lui fait ça naturellement, en général.
Et les personnes qui viennent s'agglomérer là ont un sixième sens extraordinaire pour, rien que sur une photo, tu vois, une photo, une simple photo, ils vont déceler que là, c'est cette couleur-là. Et c'est ce que nous faisons tous. Tu vois, sur un mot, sur un signe, une indication, on est capable de deviner la sphère entière, non? On est incroyable. Enfin, nous tous, hein, on est incroyable. On a un sixième sens, tu vois. Je vous parlais des hommes préhistoriques tout à l'heure, qui ont un sens apparemment inégalé pour lire le terrain et la présence des animaux, de l'eau, etc., des végétaux, etc. Mais en fait, nous, on est pareil pour lire les signes et on sait aller s'agglomérer là où il faut, je sais pas, où je veux, je sais pas. Enfin, vous voyez, on devrait remettre tout ça en question, en fait. Bref. Il y en a des choses à faire. Hein. Oui, enfin, non, c'est un flux. En fait, il Il y n'y a, a il y pas a grand... plein de, Non, non, mais il n'y a tellement pas tellement de choses à faire. C'est-à-dire, il y a... il y a peut-être rien à faire justement, mais Oui, c'est-à-dire que le truc, c'est un peu ressentir là où j'en suis dans oui, l'existence et dans le monde. oui, oui. En fait, il y a juste ça à regarder et le reste coule de source. Vous voyez, j'ai l'air d'être un peu moqueur comme ça, mais les personnes qui se sentent bien comme commercial dans une boîte et bon, moi, je connais des gens bon, qui se sentent bien, il faut peut-être pas exagérer, mais qui vont intégrer consciemment que c'est compliqué ce job de commercial. En fait, c'est même chiant et en fait, c'est même horrible. Mais euh, vu le contexte, vu les enfants, nanani, nanana, bah, c'est quand même bien. Enfin, disons, le reste, ce serait pire. Et donc, finalement, ma place, je peux décider consciemment qu'elle me convient, même si, en tant qu'être humain, je sais que je pourrais aspirer à autre chose. Mais consciemment, je peux décider que c'est bien. Et ben, dans ce cas-là, il ne faut pas ni se contrarier soi-même, ni contrarier la personne que je rencontrerai et que j'entendrai être ainsi, tu vois. Donc ce qui vaut pour les autres vaut pour moi aussi. Donc la question, elle est juste là en fait. Est-ce que c'est OK la situation qui est la vôtre, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui pourrait être transformé? Pourquoi? Comment? Et après ça, le côté yogi, si vous voulez, c'est un côté un peu extrémiste, ou en tout cas radical dans le sens des racines. C'est qu'il y a dans la figure du yogi est associée à la figure du renonçant, en fait. C'est pas pour rien. C'est que il y a un côté, ouais, radical, absolu. Dans le désir de vouloir rencontrer l'absolu, bah, en général, c'est parce que l'effondrement du monde mondain a été absolu aussi pour cette personne-là. Le renonçant type, dans l'Inde médiévale, c'est le cadet d'une famille qui héritera de rien, qui n'est promis à rien. Aucune femme dans le village, enfin aucune jeune fille dans le village, selon les astrologues, n'est sa promise. Et donc il ne lui reste qu'à brûler ses vêtements et à partir nu sur les routes pour tenter sa chance, quoi. Donc le renonçant, c'est un peu ça. Il y a pas mal de renonçants qui sont contraints et forcés par j'ose pas dire le dharma, c'est faux, vous voyez, mais par les conventions sociales, en fait. Mais l'Inde traditionnelle pousse comment dire, la perversité pour appeler ça dharma. C'est-à-dire, brûle tes vêtements
va te faire bouffer par une bestiole 3 km plus loin pour faire avaler la pilule aux gens, on leur dit, bah, c'est dharma. C'est dur. Bon, c'est pas l'Inde, hein, c'est partout dans le monde pareil. Donc, si vous voulez, dans la figure du yogi, il y a quand même ça. Donc, pour nous, ça donne, euh, j'étais CSP+, dans une entreprise, je fais un burn-out, j'en peux plus, je suis devenu prof de yoga. Tu vois, qui est le... Il y en a beaucoup comme ça. Oui, mais c'est quelque chose d'analogue. Là, il y a un effondrement du monde temporel, et donc la personne se retrouve finalement libre de désirer autre chose. Normal, tout s'est effondré. Mais celui dont je vous parlais, le commercial dont je vous parlais tout à l'heure, pour lui, ça ne s'est pas effondré. Donc pourquoi il modifierait? Alors qu'il peut offrir une vie décente, peut-être à ses enfants, etc. Donc là, tout ça est à regarder pour soi, et le reste coule de source, vraiment. On reparlera de ça fortement dans le début du livre 2, à l'approche des yama niyama. On reparlera précisément de cette question que l'enseignement appelle question de la naissance.